Parmi les personnalités que nous recevons sur le plateau de Lumière Intérieure, nous choisissons les plus brillantes, chacune dans leur domaine d'activité. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, c'est un chef d'entreprise que nous accueillons. Il s'appelle Robert Leblanc, il est à la tête d'E.ON. E.ON, c'est le leader mondial du courtage d'assurance et de réassurance. Il vient pour nous parler de son parcours, mais aussi de sa vision en tant que patron chrétien. Bonsoir Robert Leblanc. Bonsoir. Je le disais à l'instant, vous êtes à la tête d'une très grande entreprise, E.ON. Alors E.ON, c'est une multinationale britannique, c'est bien ça? Je ne dis pas de bêtises. Le siège est à Londres. Le siège est à Londres, voilà. C'est un acteur majeur dans le domaine de la gestion des risques, du courtage, de l'assurance, de la réassurance. Alors comment est-ce qu'on devient patron d'une telle structure? Je suis patron de la filiale française. La filiale française, voilà. Qui est déjà une très belle société, voilà, qui emploie à peu près 1000 personnes en France. Et je supervise aussi la Belgique et le Maroc. Voilà. Mais je ne suis pas le patron de l'ensemble d'E.ON, qui est une très grosse entreprise, avec effectivement son siège à Londres. Comment on arrive là? C'est un peu comme partout, par hasard. Enfin, au terme d'un parcours, moi je suis dans le domaine de l'assurance depuis un peu plus de 25 ans. Et quand j'y étais arrivé, quand je racontais l'histoire antérieure aux personnes que je rencontrais, je concluais mon petit résumé en disant et voilà, et donc j'arrive dans l'assurance par hasard. Et tous éclataient de rire en me disant mais vous savez, monsieur Leblanc, nous sommes tous assureurs par hasard. Vous croyez au hasard, vous? Ah oui, il faut un peu de hasard dans la vie. Enfin, je crois qu'on fait ses choix. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir toujours choisi ce que je faisais, mais dans l'éventail de choix que le hasard me présentait. Enfin, voilà, c'est pas. Et l'assurance n'est pas quelque chose qu'on choisit au moment de ses études. On entend très peu de gens dire je veux aller dans l'assurance. D'autant que l'assurance n'a pas toujours bonne presse pour la majorité des gens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'assurance, dans le meilleur des cas, vous avez payé pour rien. Voilà. Voilà, pas très facile. Mais à l'inverse, on y vient par hasard, mais on n'en repart pas. Pourquoi? Je crois, moi, ce que je vois, c'est un aspect des choses, c'est une grande famille. Et donc chacun a un parcours plus ou moins favorable. Mais finalement, les gens qu'on a croisés dans le monde de l'assurance, on continue de les voir dans le monde de l'assurance, à des postes différents. Certains font de belles progressions, d'autres non. Mais on ne repart pas. Je crois que c'est une grande famille. Avant de faire des progressions, il faut déjà démarrer. Alors vous, comment est-ce que vous avez démarré? C'est quoi l'histoire du jeune Robert Leblanc? Alors écoutez, moi j'ai fait Polytechnique. En sortant, je suis entré chez Arthur Andersen, un nom qui a disparu depuis, la partie conseil en organisation, tout en faisant un doctorat à Dauphine. Et j'y ai passé 8 ans, ça se passait très bien. J'ai passé plusieurs années à chercher la sortie, mais je ne voyais rien d'intéressant à faire dehors. Mais je n'avais pas envie de passer ma vie comme consultant. Le principal défaut que je vois au métier tel que je l'ai connu, c'est qu'on disait toujours beaucoup de mal de nos clients, bien sûr quand ils ne nous entendaient pas. De préférence. Oui, de préférence. Mais c'est le seul métier dans lequel j'ai connu ça. Dans mon métier actuel, on ne dit pas de mal de nos clients. Dans ce métier, on disait du mal des clients. On prenait toujours les clients pour des gens moins bons que nous. Alors c'est amusant parce que vous vous dites j'ai fait l'X et puis je suis rentré chez Arthur Andersen qui est quand même pas n'importe quelle structure, comme si tout ça coulait de source, comme si tout ça était parfaitement normal et donné à tout le monde. Est-ce que vous avez dû sacrifier des choses dans votre parcours et si oui, à quel moment? Sacrifier, vous savez, quand on fait une prépa, et j'ai des enfants qui en ont fait aussi, je crois qu'on sacrifie un petit peu. Vous avez 5 enfants, c'est bien ça? J'ai 5 enfants, exactement. Et sur les 5, il y en a 2 qui ont fait une prépa avec succès. Sont des temps où on sacrifie quand même un certain nombre de loisirs qu'on peut apprécier à cet âge-là, parce qu'on a cet objectif de réussir les concours. C'est un sujet compliqué parce que, à la fois, le bon côté, c'est qu'on prouve qu'on est capable de se mobiliser sur un objectif auquel on tient. Et d'un autre côté, quand je vois, je l'observe plus facilement en regardant mes enfants qu'en pensant à ce que j'ai vécu, ça casse quand même un peu les jeunes. C'est-à-dire une fois qu'ils intègrent les écoles et que la pression retombe, on sent qu'il y a un temps d'adaptation qui est quand même un peu difficile. Ça vous fait de la peine? Ça vous chagrine le fait qu'on Oui, casse oui, les jeunes? c'est dommage de faire du mal à un jeune. Donc je suis partagé entre le bon côté qui est leur prouver à eux-mêmes, à ceux qui y arrivent en tout cas, cette capacité de se mobiliser, qui peut être utile tout au long de la vie. Et à l'inverse, ce qui me chagrine, c'est effectivement de voir que ça peut les abîmer un peu. Si c'est pas durable, c'est pas grave. Je pense que certains s'en remettent difficilement. C'est pas le cas des miens, je crois qu'ils vont bien maintenant, mais on a vu de la souffrance. Après la réussite, pas pendant la période, période d'effort un peu, mais c'est surtout au moment du lâcher-prise, une fois que le succès est là, que l'école est intégrée, on sent une pression tomber, et là on voit remonter toute la souffrance. Et cette période d'effort vous concernant, avant même d'entrer à l'X, quel souvenir vous en gardez?
C'est loin, hein, c'est loin. Moi, je l'ai fait à Casablanca, mes parents étaient au Maroc, et je me suis posé la question, est-ce que j'intègre une des bonnes prépas parisiennes? En venant de l'étranger, c'était facile d'y être admis. J'étais admis dans des très bonnes prépas, les meilleures prépas parisiennes, à Lyon aussi. Et j'ai beaucoup hésité, et finalement, je me suis dit qu'il valait mieux que je reste chez les parents, à ne faire que des maths et de la physique, alors qu'autrement, il aurait fallu que je m'occupe de plein de questions d'intendance qui m'auraient pris une partie de mon temps. Je l'ai fait et ça a marché. Alors après, on m'a posé la question, mais si tu n'avais pas réussi au premier coup, est-ce que tu aurais fait 5,5, comme on dit, à Casa de nouveau ou à Paris? Et là, je me suis rendu compte, une fois pour toutes, que les questions qui ne se posent pas n'ont pas de réponse. Non, pas lieu d'être. Il faut être au pied du mur pour savoir quel choix faire. Mais voilà. Donc ça a marché. Donc voilà, j'ai fait ma prépa à Casa et donc je suis rentré à Paris entre l'écrit et l'oral. Alors j'entendais récemment quelqu'un, ça m'a beaucoup interpellé, quelqu'un qui disait, donc quelqu'un qui évolue dans le monde de l'entreprise et qui disait la chose suivante: dans l'entreprise, en réalité, on ne peut pas avancer sans écraser quelques orteils. Alors ça m'a beaucoup interpellé, même un peu dérangé pour être honnête. Et alors je voulais savoir, en ce qui vous concerne, est-ce qu'il vous est arrivé d'écraser des orteils, et si oui, est-ce que vous le regrettez? Alors, je n'ai pas conscience de l'avoir fait, ce qui ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que si je l'ai fait, ils n'ont pas crié assez fort pour que j'en prenne conscience. Bon. En tout cas, sur le fond, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'écraser des orteils. Je ne crois pas. C'est toute la question, est-ce que l'éthique est profitable ou est-ce qu'au contraire, elle est un handicap? Je crois qu'il ne faut pas placer les questions sur ce terrain-là. L'éthique n'empêche pas de réussir, mais il y a des voyous qui réussissent très bien aussi. Donc ce sont deux sujets différents. Réussir ou pas, c'est une chose. Être honnête, avoir des valeurs ou ne pas en avoir, en est une autre. Et je crois qu'il ne faut surtout pas chercher à faire un lien. Il ne faut pas faire de l'éthique en se disant je vais être éthique parce que ça va rapporter. Ça n'en est plus. Et voilà. Donc est-ce qu'il faut écraser les orteils des autres? Non. Non, il n'est pas nécessaire d'écraser les orteils des autres. Par contre, avoir l'esprit de compétition, c'est pas la même chose. Moi, je prends toujours l'exemple. Si on joue au tennis, on préfère jouer avec un ami plutôt qu'avec quelqu'un qu'on n'aime pas du tout. Pour autant, même si c'est un ami qui est de l'autre côté du filet, on a quand même envie de le battre et de marquer plus de points que lui. Voilà. Donc je crois que moi je le vis les choses comme ça, c'est-à-dire que j'aime mieux qu'on gagne des affaires plutôt que les voir partir chez nos concurrents. Et à l'intérieur de l'entreprise, bon, dans la situation où je suis à Paris, j'ai pas besoin de marcher sur les pieds de qui que ce soit, mais je ne crois pas que dans nos équipes, les gens se marchent sur les pieds, parce qu'ils sentent bien qu'il y a une dynamique à laquelle ils participent, et ce n'est pas en bousculant le voisin qu'ils progresseront mieux. Saint Paul disait « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire ». Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase? Ah bah ça, c'est quelque chose qui peut nous inspirer tous les jours, et pas que dans la vie de chef d'entreprise. Oui, il y a plein de choses qu'on peut se reprocher, et puis voilà, des choses qu'on fait et qu'on ne devrait pas faire, et puis surtout, encore celles qu'on fait qu'on ne devrait pas faire, on peut arriver à se contrôler. Il y a toutes celles qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, et là, la liste est plus longue. Ça vous arrive de la dresser, cette liste? Certains parlent de bucket list, hein, c'est très à la mode, cette liste de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on aimerait faire. Ah, de ce qu'on aimerait faire. Non, non, moi j'ai ma to-do list, comme on dit dans ce jargon anglais, de ce que j'ai à faire jour après jour, dans les différentes missions que j'ai, dans mes fonctions, etc. Mais je n'ai pas la liste des choses que, idéalement, je devrais faire. Non. Alors justement, dans cette liste, j'imagine très dense de tout ce que vous devez faire dans le cadre de vos fonctions, vous avez énormément de responsabilités. Ces responsabilités, est-ce qu'elles sont nécessairement écrasantes ou pas? Je ne crois pas être écrasé. Est-ce qu'elles sont écrasantes? Non. Non. Moi, je vous réponds non. Non, je crois qu'il faut, en tout cas, moi, je préserve un équilibre personnel. Je crois que c'est nécessaire. Je ne peux pas dire que je suis écrasé par ces responsabilités. Je peux de temps en temps être soumis à une charge de travail lourde parce que j'ai mon travail de dirigeant dans le groupe AON, dont on a parlé, mais j'ai aussi un certain nombre d'engagements à côté. Notamment en tant que président des patrons chrétiens, c'est ça? Alors ça, je l'ai été de 2010 à 2014, mais de manière très, très proche. Je suis dans la fondation Centesimus Annus Pro Pontifice. Et son nom, il y a un petit peu que c'est une fondation du Vatican, qui a été créée par Jean-Paul II il y a 25 ans pour la promotion de la doctrine sociale de l'Église. Donc c'est très lié effectivement au mandat que j'ai eu au patronat chrétien, aux EDC. Et alors l'histoire est un peu compliquée, sans entrer dans les détails, aujourd'hui, de fait, j'anime l'équipe française qui est la composante française de cette fondation.
Et alors, vous, justement, alors à titre personnel, hein, je dis vraiment à titre personnel et pas forcément en tant que porte-parole ou ex-porte-parole des patrons chrétiens, comment est-ce que, au quotidien, vous articulez votre pratique professionnelle d'un côté et votre foi chrétienne de l'autre? Alors, pardon. C'est la grande question qu'on se pose toujours aux EDC. Hein, c'est comment peut-on être patron et chrétien? Et parfois on résume en disant le mot-clé, c'est le « et ». C'est d'être les deux. Toute la démarche, je crois, de la grande majorité des personnes qui adhèrent à ce mouvement, c'est justement de se dire comment je vis ma foi dans l'exercice de mes fonctions. Mais le simple fait, je vous interromps, le simple fait que vous soyez amené à vous poser assez régulièrement la question, comme vous le dites maintenant, c'est que potentiellement il peut y avoir un tiraillement entre l'enseignement chrétien et le respect des contraintes économiques? Je pense que pour certaines personnes, il y a le sentiment d'un tiraillement. Moi, Ça a été votre cas ? Moi, je ne l'ai jamais vécu comme un tiraillement. Ce qu'on a du côté chrétien, si on essaie de vivre sa foi dans l'entreprise, c'est la première chose qui me vient et que j'ai souvent commenté, c'est le respect de la dignité de chaque personne. Ce sont des mots qu'on peut prendre de manière très formelle, qu'on peut vivre de manière plus profonde. Pour moi, c'est au cœur de ma foi. Et on peut critiquer des gens sur ce qu'ils ont fait, et on doit le faire dans l'exercice d'un travail d'équipe. On n'a pas une équipe qui gagne sans veiller à ce que chacun joue bien la partie qui lui revient. Donc on peut être critique sur une action, mais ça ne doit jamais mettre en cause le respect de la personne. Et y compris dans les engagements que la personne peut avoir. Je me souviens, dans un job antérieur, pas dans l'actuel, de syndicalistes qui avaient des positions très éloignées de ma vision des choses. Mais quand je les voyais, j'y pensais sincèrement, de me dire, au fond, nous sommes d'une égale dignité. Au fond, je n'ai pas plus raison qu'eux. Ce qui ne veut pas dire que je renonce à ma vision des choses. Je défends mon point de vue, comme eux défendent le leur. Je n'ai pas changé d'avis. Je ne fais pas de l'eau tiède. Je ne suis pas en train de dire ils ont peut-être raison, faisons quelque chose entre les deux. Non, j'ai mes positions, je les garde, mais en respectant les leurs comme d'une valeur égale à la mienne. Et ça peut être des mots qui semblent un peu artificiels. Moi, je l'ai vécu de manière très, très sincère. Et c'est là, je trouve que finalement, c'est sans effort qu'il y a cette réconciliation. Alors après, aux EDC, vous avez une question, donc les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, le patronat chrétien, il y a toujours cette question, peut-on être chrétien et licencié ? Moi, je fais partie de ceux qui ont toujours répondu « oui, bien sûr ». Mais je me souviens d'un des camarades des EDC qui dirigeait une entreprise familiale avec un de ses frères, et il disait « il nous est arrivé de licencier ». Bon, c'est jamais de gaieté de cœur, ça je crois qu'il faut le dire, c'est jamais de gaieté de cœur, mais si on le fait, c'est parce qu'on croit devoir le faire. Il dit, mais mon frère allait chaque fois à confesse quand on l'avait fait. Moi, non. Donc, vous voyez, deux frères qui dirigeaient ensemble, en bonne entente. L'un des deux, je l'ai fait parce que je devais le faire. Voilà, c'est pas drôle, mais je dois le faire. L'autre se sentait coupable de l'avoir fait. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de recette par rapport au sujet. Voilà un des sujets qui peut faire qu'un certain nombre se sentent mal à l'aise. Et vous me parliez de culpabilité à l'instant. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, dans votre parcours professionnel de dirigeant, d'en éprouver de la culpabilité ? Je ne crois pas de manière forte, non. Des regrets de certaines choses, forcément, bien sûr, mais de la culpabilité, non. Qu'est-ce qui vous porte dans l'exercice des responsabilités ? Qu'est-ce qui me porte ? Un peu le goût du jeu, il faut le dire. Je trouve que la vie en entreprise peut avoir un côté très, très ludique. Enfin, moi, je suis dans un métier, on travaille pour des grandes entreprises, donc moi, je ne regarde pas des courbes monter ou descendre, je vois des clients qui nous font confiance ou qui ne nous font pas confiance. Et avec un nom sur chaque. C'est pas la loi des grands nombres, c'est plutôt des affaires bien personnalisées. Et pour moi, c'est un grand jeu. Quand on gagne une affaire, c'est une grande joie. Quand on en perd une, c'est une tristesse. Et quelque chose qu'on partage avec les équipes. Quand on gagne une belle affaire ou qu'on défend une belle affaire qui a été mise en appel d'offres par le client, parce que parfois c'est une procédure nécessaire. Quand tout ça se termine bien, on ouvre une bouteille de champagne, on le fête collectivement. Donc il y a cette joie, il y a ce jeu qui est, on gagne des affaires, ou malheureusement parfois on en perd, bien sûr, on ne gagne pas à tous les coups, mais voilà. Donc c'est un des aspects. Ensuite, plus profondément, il y a le fait de mener une équipe. Moi, ça a toujours été une joie de mener une équipe. D'ailleurs, parfois, je me pose la question, je ne suis pas le patron du groupe, comme on le disait, si on est un patron lointain, avec des affaires dans le monde entier, des équipes lointaines, on n'a pas ce lien, c'est différent. Alors on peut l'avoir dans son état-major, mais
Moi, ce que j'aime, c'est que là, on a 1000 personnes en France. Je ne connais pas chacun des 1000 un par un, mais j'en connais quand même beaucoup. Et ce que j'aime, c'est retrouver cette équipe tous les jours et faire que cette équipe se sente bien. Il se trouve que quand je suis arrivé, il y avait eu une période un peu difficile. Un successeur de très grande qualité était décédé de maladie assez brutale. Et après son décès, il y a eu une période un peu trouble. Un successeur ensuite venu de l'extérieur. Moi, je n'étais pas dans cette entreprise, qui n'était pas du métier. Ça ne s'est pas très bien passé. Quand je suis arrivé, ça allait assez mal. Et, alors que cette maison allait très bien par le passé. Et j'aurais dit, mais voilà... on va faire des belles affaires, vous verrez que si on fait des belles affaires, vous vous sentirez bien. Et réciproquement, si vous vous sentez bien, on fera de belles affaires. C'est un cercle vertueux. Alors, comme tous les cercles vertueux, c'est plus facile de les entretenir que de les enclencher. Mais bon, voilà, on l'a enclenché et maintenant on l'entretient. Et ça fait partie, oui, des choses que j'aime, c'est avoir cette équipe, sentir que les gens sont heureux, que les partenaires sociaux le manifestent, les relations sont extrêmement détendues avec eux. Et notamment parce que j'ai toujours été totalement sincère avec eux. Je ne détiens pas la vérité, je peux faire des erreurs. Les décisions que je prends peuvent ne pas toujours être les bonnes, mais je m'attache à toujours leur donner les vraies raisons pour lesquelles je prends mes décisions. Jamais les habiller d'un truc qui serait faux, parce que je crois que si on le fait une fois, de toute façon, on n'a plus de crédibilité. Comment dire, tout à l'heure, vous parliez de licenciés. Alors, j'avais une dernière question avant de vous abandonner sur ce plateau. Toutes les restructurations, suppression d'emplois, plans sociaux, c'est des choses qui font partie du monde de l'entreprise. Est-ce que, on peut dire que, comme le disait Machiavel, la fin justifie les moyens ? C'est une vilaine phrase, la fin justifie les moyens. On ne peut pas tout justifier. Il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'une entreprise est mortelle. Et quand je parle de ce plaisir d'emmener une équipe et d'avoir des gens heureux autour de soi, alors j'évite de parler du bonheur, parce que leur bonheur à chacun dépend de bien d'autres choses que de leur travail. Mais en tout cas, qu'ils soient heureux de se retrouver ensemble et de participer à cette aventure. La première chose pour que tout ça fonctionne, c'est quand même avoir le souci de réussir. Et donc, par moment, il peut y avoir des ajustements nécessaires, des activités qui n'ont plus leur place, des personnes qui n'ont plus leur place. Donc oui, il faut aborder ça, je veux dire, avec lucidité et courage. On ne peut pas faire d'angélisme, on peut pas... Si on veut vraiment ne toucher à rien, c'est le meilleur moyen pour qu'à un moment, on sombre tous ensemble. Donc il y a une responsabilité du dirigeant qui est de temps en temps, prendre des décisions qui peuvent être douloureuses. Douloureuses mais courageuses. Mais courageuses et nécessaires pour que l'ensemble aille bien. C'est là que les motivations sont importantes. Est-ce que je licencie la moitié du personnel pour m'enrichir 2 fois plus vite ? Là, je pense que si on est chrétien... En principe, on doit tous se dire non, ça franchement c'est pas bien, je ne le ferai pas. Est-ce que je dois licencier quelques personnes parce qu'il y a un ajustement nécessaire pour que la suite de l'histoire se déroule bien pour les autres ? Là, moi je réponds oui. Donc, si vous voulez, il faut... Voilà, ce sont des sujets très difficiles, on ne peut pas généraliser, mais il faut de temps en temps prendre des décisions difficiles, mais il faut être sûr de la raison pour laquelle on les prend. Est-ce qu'on y adhère ? Voilà, si moi je suis quand même dans une filiale, si le groupe me disait à un moment donné, écoute, tu vires la moitié des gens, on va transférer des activités ailleurs qui n'ont pas besoin d'être dans ton pays, etc., il y a un moment où je dirais, c'est pas le job pour lequel je suis venu. Dans ce cas-là, il me reste une solution, c'est de m'en aller. Alors, c'est pas toujours non plus, ça peut être très, très, je me drape dans ma dignité, je m'en vais. C'est aussi abandonner les autres à quelque chose qui sera peut-être pire que ce que je pourrais faire. Donc, il n'y a pas de solution évidente. C'est pas forcément non plus de dire tant pis, je pars, je ne le fais pas moi. Mais c'est essayer de se battre pour trouver chaque fois la solution la plus équilibrée entre les différentes exigences. En l'occurrence, c'est moi qui vais partir. Vous ne vous en allez pas, surtout pas. Comme vous m'avez dit, avoir déjà vu l'émission, vous savez ce qui vous attend. Donc oui. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. À tout de suite, Robert Leblanc. Alors, comme je le disais, vous avez déjà, je crois, regardé cette émission et donc vous savez comment ça se passe. Je vous propose différents mots à charge pour vous de me dire ce qui vous inspire. On commence avec éthique. Éthique, écoutez, c'est au cœur des engagements que j'ai pris au fil des années parce que au patronat chrétien, c'est évidemment un des sujets centraux. Évidemment, à la lumière de notre foi, ce qui est
particulier. J'ai présidé le comité d'éthique du MEDEF, donc le mot éthique était bien présent. Alors là, d'ailleurs, d'une manière un peu, la réalité était moins large que l'intitulé. C'est-à-dire que souvent, les personnes que je croisais pensaient qu'on était là pour moraliser toutes les pratiques de toutes les entreprises de France. C'est une ambition que nous n'avons jamais eue. Notre travail portait plus sur quelque chose d'assez technique, en réalité, qui est les codes de gouvernance, qui ont leur importance, puisqu'ils définissent l'articulation des rôles entre les différentes parties prenantes, les dirigeants d'entreprise. Voilà, donc l'éthique, oui, c'est quelque chose qui me paraît absolument essentiel. À titre personnel, ça rejoint des choses qu'on a dites tout à l'heure, c'est être à l'aise avec ce qu'on fait, c'est-à-dire par rapport à des valeurs qu'on porte. Je pense que chacun en a, chacun a sa manière, mais est-ce que ce qu'on fait est conforme aux valeurs qu'on porte ? C'est toujours difficile, mais c'est quand même une question essentielle. Et voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on fait les choses mieux que d'autres, mais en tout cas les faire d'une manière cohérente, c'est quelque chose qui me paraît important et qui guide ma manière d'avancer. Vous me parliez à l'instant des valeurs que l'on porte. Alors ça m'intéressait de savoir quelles sont ces valeurs que vous portez personnellement, quelles sont les plus importantes et puis comment on les défend. Les valeurs, j'évoquais tout à l'heure le respect de la dignité de chaque personne. Je pense que dans l'entreprise, pour moi, c'est celle qui est absolument centrale. Alors on peut aller un peu plus loin, je ne sais pas si c'est une valeur, mais c'est aimer les autres. Dans le livre qui a été publié, que j'ai écrit il y a 1 an et demi, je crois que je commence par là. En tout cas, pour moi, ça a été le point de départ d'une démarche personnelle. C'est quand le directeur des ressources humaines d'une entreprise que je dirigeais il y a une 20aine d'années me dit aime-les. C'est-à-dire que j'avais parlé devant les équipes, peut-être pour les vœux de Nouvel An, quelque chose de ce genre, et de manière courant passait pas vraiment. Et le directeur des ressources humaines me dit après, alors il m'a parlé du cerveau droit, du cerveau gauche, je ne sais jamais d'ailleurs lequel est lequel, mais il m'a dit cette phrase absolument déterminante pour moi, aime-les. Alors ma première réaction, c'est de dire, mais attends, je ne les connais pas tous, je ne peux pas les aimer. Et c'est une phrase qui m'a toujours habité. Et quand je vous parlais de cette motivation que j'ai de faire vivre une équipe autour de moi, de la faire avancer, de la faire grandir, de la faire réussir, je peux dire que j'aime l'équipe qui m'entoure. Et c'est quelque chose qui est un peu plus que l'éthique, c'est cette dimension d'amour, alors qui est une donnée typiquement chrétienne. En dehors des cercles chrétiens, parler d'amour dans l'entreprise, ça peut un peu surprendre, mais j'ai l'impression que ça surprend de moins en moins. À la fois, les références chrétiennes s'oublient un peu dans notre monde, de manière explicite, et en même temps, on voit des choses de ce genre sortir. Et je voyais le patron Europe de notre groupe, on était tous les patrons des différents pays européens, et à un moment, il a dit, quand même, on a progressé parce qu'on s'aime les uns les autres. C'était totalement inattendu. Moi, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il était chrétien. Il l'est peut-être. En tout cas, il n'en a jamais fait état explicitement. Mais il a quand même dit ça. We like each other. Il n'a pas dit we love each other. Il a dit we like each other. Mais c'était quand même déjà quelque chose de très fort. Vous faisiez référence à votre livre, alors juste pour nos téléspectateurs, pour préciser, c'est un livre qui s'intitule « Le libéralisme est un humanisme » qui a été publié aux éditions Albin Michel, mais je voulais revenir sur ce que vous disiez, car c'était extrêmement intéressant, sur cette dimension d'amour, sur ce message « aime-les » qui vous avait été murmuré et qui vous a habité longtemps et qui continue de vous habiter. Comment est-ce qu'on en vient à aimer et comment est-ce qu'on nourrit ensuite cet amour ? Justement, c'était au début une question difficile. Quand je lui avais dit, mais attends, je ne les connais pas, comment je peux les aimer ? Et puis, c'est apprendre à aimer effectivement une équipe et pas forcément des personnes une à une, parce qu'il y a celles qu'on connaît, celles qu'on ne connaît pas. Puis dans celles qu'on connaît, il y a celles qu'on apprécie beaucoup, celles qu'on apprécie un peu, celles qu'on ne sent pas très bien. Et aimer peut être effectivement aimer une équipe. Je crois que c'est avoir au fond de soi ce sentiment qu'on a quelque chose qui nous lie et envie que les choses se passent bien ensemble. Voilà comment je pourrais l'expliciter. Voilà, envie que ça se passe bien ensemble. C'est quoi ce quelque chose qui nous lie ? Comment vous le décririez ? En l'occurrence, dans l'entreprise, c'est le fait de se retrouver embarqué dans cette même aventure, d'être salarié d'une même structure pour faire un même métier. Alors un métier qui peut évoluer, on peut sortir d'une activité, en ouvrir une autre, mais enfin quand même, en ce qui nous concerne nous, autour du courtage d'assurance, on ne va pas passer du courtage d'assurance à la télévision.
ou à l'hôtel-restaurant. Donc on est dans cet univers-là. On a chacun une formation, un historique dans cette activité. Les hasards de la vie font qu'on est là ensemble, dans une même maison, donc nous dans Aon France. Et on partage quelque chose. C'est ça qu'on partage. Mais simplement, au lieu de venir chacun s'asseoir à côté des autres le matin, côte à côte, c'est le faire en synergie, le faire en participant à une aventure commune. Et c'est là qu'un lien se crée. De fait, les liens en entreprise sont très forts. On est dans un pays où l'entreprise est souvent décriée, mais avec une petite précision, c'est qu'on critique l'entreprise en général, mais très souvent, chacun aime son entreprise. Et j'aime mon entreprise, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup plus que de dire j'aime l'entreprise. Et donc voilà, il y a ce lien qui se crée, c'est une aventure commune, et voilà. Et donc quand on a une responsabilité particulière, quand on est à la tête de l'entreprise, je crois que très important d'avoir ce lien, de les aimer, effectivement, de se dire c'est avec eux qu'on va gagner, et pas juste les prendre comme une donnée, voilà, c'est pas une donnée, ce sont des personnes. Alors comme toujours, il y a savoir donner et puis savoir recevoir. À celles et ceux qui ne vont pas forcément bien dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut les convaincre de cet amour ? Je crois qu'il ne faut pas chercher à les convaincre. Il faut leur donner des preuves et puis c'est à eux de les recevoir. Je ne suis pas dans une démarche de conviction du tout. Je crois qu'on n'est pas dans une démarche de démonstration. On est dans un mouvement. On crée un mouvement, on avance, on se fixe des ambitions, on se donne des moyens, on donne des moyens aux personnes, et puis on avance ensemble. Et je crois que c'est ça qui peut ouvrir les yeux d'un certain nombre de personnes sur le fait qu'on les emmène, et puis d'autres n'y arrivent pas. Mais il ne s'agit pas de convaincre. Cet amour, il passe par des regards, par des gestes, par des prières. Comment il se traduit ? Vous parliez de preuves à l'instant, mais comment est-ce qu'il se traduit ? Je crois qu'il se traduit par une attention aux personnes. Voilà. Quand on sait quelque chose sur un problème de santé, se soucier de l'évolution, enfin, voilà, des petites choses, mais qui ont leur importance pour les personnes qui sont en face. Oui, voilà, je crois que c'est vraiment toujours avoir cette idée de la dimension humaine des personnes qui sont autour. C'est un sujet pour moi central. Quand j'ai écrit ce livre, j'avais fini mon mandat de président du patronat chrétien, et j'avais envie quand même de prolonger l'action que j'avais eue en écrivant les choses. Et donc il y avait cette anecdote déterminante pour moi de ce Emley, mais plus largement, j'avais envie de défendre cette idée peut-être deux idées. Une plus générale qui est quand même qu'on doit défendre aujourd'hui la place de l'homme dans le monde. Quand je dis l'homme et la femme, mais la place de ce qui est humain dans le monde, entre les animaux d'un côté et l'intelligence artificielle de l'autre. On a une place à part, c'est ce que je crois. Je sais qu'on est dans un monde aujourd'hui où ça ne fait pas l'unanimité de le dire, mais moi c'est ma vision des choses. L'humanité a une place à part entre les machines et les animaux. Et on est attaqué par les deux côtés aujourd'hui, et donc je crois qu'il faut défendre cette place de l'humanité. Et puis en entreprise, oui. On est dans un monde, il y a un mot qu'on emploie beaucoup dans l'entreprise, c'est les process. Et on est dans un monde où on développe de plus en plus les process. Et on déshumanise avec les process. Et il est vrai que si tout est processé, les machines peuvent être meilleures que les hommes. Et toute la démarche, pour moi, c'est d'entretenir une manière de travailler où réellement les hommes restent meilleurs que les machines. Alors, c'est sans doute pas vrai de n'importe quel métier, mais dans celui que nous faisons, nous, l'imagination, la construction d'une relation de confiance, la capacité de dialoguer, c'est tout un ensemble de choses qui restent quand même l'apanage de la personne humaine. Et je suis convaincu que dans ce que nous faisons, les machines n'arriveront pas à le faire aussi bien que le font les personnes. Alors ça fait une transition parfaite, vous me parliez de défendre l'humanité, la part humaine de chacun d'entre nous, de déshumaniser, et alors je voulais vous faire réfléchir au mot protéger. Protéger.
je ne suis pas très à l'aise avec ce mot-là, parce que protéger, j'ai l'impression que quand on protège, on se place tout de suite au-dessus de celui qu'on veut protéger. Moi, j'aime mieux relever que protéger. J'aime pas la condescendance que j'entends un peu dans protéger. Voilà. Alors évidemment, on sait que certaines personnes sont à certains moments en difficulté et il faut bien venir les aider. Mais c'est pas ma logique. Voilà, c'est comme ça que je peux dire les choses. Il ne s'agit pas de refuser de protéger quelqu'un qui en a besoin, mais ma logique, c'est beaucoup plus de créer une dynamique et de permettre le plus possible à chacun, bien sûr tout le monde ne peut pas toujours y arriver, mais permettre à chacun d'avancer, d'être debout, d'assumer un certain nombre de choses, de prendre des responsabilités, voilà, et de vivre sa vie pleinement. Et c'est pas du tout la logique de protéger. Voilà. On peut parler de main tendue alors peut-être plutôt. Comment ? On peut parler de main tendue peut-être plutôt que de protection. Oui, main tendue certainement. Main tendue, bien sûr. Et la main tendue, on peut la faire en marchant à côté à égale hauteur. Protéger, encore une fois, je vois de la condescendance dans protéger. Alors protéger, il n'y a pas forcément que protéger les autres ou ses collaborateurs. On peut protéger sa famille, ses enfants, ses parents, et puis aussi peut-être se protéger soi-même. Alors se protéger soi-même contre qui ? Contre quoi ? De l'intérieur, de l'extérieur ? Je m'applique un peu ce que je dis pour les autres. Je ne cherche pas spécialement à me protéger. Voilà, c'est pas du tout dans ma logique. Ma logique, c'est plutôt de vivre pleinement ce que j'ai à vivre chaque jour. J'ai la chance d'être en bonne santé, c'est ce que je crois. J'ai la chance d'avoir une belle famille. Et donc, voilà, ma logique, c'est de vivre pleinement ma vie, de partager mon enthousiasme avec ceux qui m'entourent, partager cette foi qui fait partie de l'enthousiasme ou qui nourrit cet enthousiasme. Voilà, c'est beaucoup plus ça et je ne cherche pas à me protéger. Non, c'est pas du tout. Comment est-ce qu'on tend la main à ses enfants, en l'occurrence, puisque vous en avez 5 ? D'abord en les écoutant. Quand on en a 5, on en a 5 totalement différents. Je crois que quand on a 2, ils sont différents aussi. Mais voilà, 5 totalement différents. C'est les écouter. Puis on est 2, il y a un père et une mère. Et ma femme passe sans doute plus de temps avec eux que moi. Mais je passe quand même du temps avec eux. C'est-à-dire, j'ai beau avoir beaucoup d'activités à la fois professionnelles et d'engagement. Je crois, enfin je les ai encore jamais entendus me le reprocher, peut-être que je l'entendrai plus tard, mais je crois avoir toujours réussi à passer du temps avec eux. Alors je ne dis pas que j'en passe tous les jours, certainement pas, mais d'avoir des temps forts avec eux. Puis des temps où on rit ensemble. Je crois que le rire est une chose aussi très importante. On a parlé de l'amour, il peut y avoir du rire sans amour et de l'amour sans rire, mais quand il y a les deux, c'est pas mal. Alors le mot serviteur, à présent, il vous inspire quoi ? Serviteur, le premier réflexe, c'est-à-dire que le pape lui-même, il est serviteur des serviteurs de Dieu. Voilà, c'est le premier réflexe que j'ai en voyant ce mot. On est tous serviteurs. Enfin, je crois qu'il faut avoir cette attitude-là qui est très différente de protéger. Servir est une chose très noble et oui, on est tous serviteurs. C'est comme ça qu'on doit prendre les choses. Nous sommes dans mon métier serviteurs de nos clients. Moi, en quelque sorte, en dirigeant l'entreprise, je suis serviteur des équipes qui y travaillent parce que je dois mettre à leur disposition les conditions pour qu'ils puissent faire leur travail au mieux. Moi, je me souviens, beaucoup plus jeune, j'avais déjà une fonction de direction dans une autre filiale de groupe, et d'avoir dit à un directeur commercial, tu sais, moi, je fais pas grand-chose, je connais ton métier beaucoup moins bien que toi, je peux juste créer les conditions pour que toi, tu puisses faire ton métier. Il me dit, attends, mais on n'attend rien d'autre. Et donc, au fond, j'étais bien serviteur de ce directeur commercial. Je faisais pas son travail à sa place, il savait le faire mieux que moi. J'étais serviteur en créant les conditions. Donc oui, serviteur, c'est un mot absolument essentiel. Pour chacun de nous, quelles que soient les responsabilités qu'on a, je pense qu'il faut toujours les aborder en étant serviteur de ceux pour lesquels on exerce cette responsabilité. Vous parliez du pape à l'instant, mais effectivement, dans la profession de foi chrétienne, Jésus lui-même se met au pied de Saint-Pierre. Il y a cette idée que le plus grand doit être celui qui sert. Alors, vous disiez qu'en tant que patron, vous étiez serviteur de vos équipes, mais est-ce que quand on est patron, est-ce que ce n'est pas finalement un vœu pieux de servir ses équipes ? Non, pas du tout. Vous savez, dans mon livre, parce qu'il y avait 2 idées, j'en ai évoqué une, l'autre qui est centrale pour moi dans mon engagement, dans l'engagement que j'ai pris au patronat chrétien il y a plus de 20 ans,
c'est qu'il ne faut pas opposer dans l'entreprise les intérêts des uns et des autres. Il y a une vision toujours trop statique, qui est de se dire, voilà, si je paye plus mes salariés, il y aura moins de bénéfices pour mes actionnaires. Ou si je vends mes produits moins chers à mes clients, il y aura aussi moins de bénéfices pour mes actionnaires. Et ma vision des choses, c'est que, en statique, oui, les choses seraient comme ça. Sauf que la vraie vie est une dynamique. Et que quand on touche à un paramètre, ça fait bouger tous les autres. Si on crée une dynamique avec des salariés qui se sentent bien et qu'on paye bien, alors bien sûr, il y a des limites à tout, hein, mais qu'on sert et qu'on paye, ils vont être meilleurs. Et s'ils sont meilleurs, on va pouvoir vendre des produits de meilleure qualité aux clients un peu plus cher. Et si on peut les vendre un peu plus cher, à la fin, il y a un petit peu plus de bénéfices pour l'actionnaire. Donc, je schématise de manière très simpliste, et ça ne marche pas toujours aussi facilement que ça. Mais en tout cas, l'idée centrale pour moi, et qui a été déterminante dans les engagements que j'ai pris et que je porte toujours, c'est que les intérêts des uns et des autres s'opposent moins qu'on ne le croit souvent et peuvent converger pour autant qu'il y ait une dynamique de vie. C'est-à-dire que si on s'arrête, c'est impossible. On ne peut pas servir tout le monde. Mais dans une dynamique de vie, dans une dynamique de progrès... Alors il y a être serviteur, entre guillemets, dans son entreprise, auprès de ses équipes, comme vous le disiez, mais il y a aussi le fait d'être serviteur de la société dans son ensemble. Comment est-ce qu'on y parvient ? Alors ça, c'est un grand sujet. Dans les engagements que j'ai, ça fait partie des sujets sur lesquels on revient souvent. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, on a beaucoup parlé de la raison d'être des entreprises. C'est même dans la loi Pacte, après la commission Nota-Sénar, c'est un sujet qui a été beaucoup présent dans les débats publics tous ces derniers mois. Et donc la raison d'être de l'entreprise dont on a tant parlé, c'est quoi ? La raison d'être de la mienne, c'est faire que... Alors on ne l'a pas écrite parce qu'on n'est pas dans le cadre formel, on n'est pas une société du CAC 40, mais la raison d'être de la nôtre, c'est faire en sorte que nos clients maîtrisent mieux leurs risques et soient mieux couverts contre les risques qu'ils peuvent rencontrer. Et donc, travailler sur la raison d'être, justement, permet de dire on est au service de la société. La raison d'être, parfois on entend dire, mais la raison d'être d'une entreprise ne peut pas être que de gagner de l'argent. Mais gagner de l'argent n'a jamais été la raison d'être d'une entreprise. Elle doit en gagner parce que c'est sa manière à elle de rester vivante. De même que le sang doit circuler, si le cœur s'arrête, le corps meurt. Eh bien, l'entreprise a besoin que la finance tourne et qu'il y ait de l'argent qui rentre et qu'il y ait du bénéfice et qui lui permet d'avancer. Mais ce n'est pas sa raison d'être. Si on crée une entreprise d'assurance, c'est pour faire de l'assurance. Si on crée une boulangerie, c'est pour faire du pain. Simplement, que ce soit de l'assurance ou du pain, il faut qu'à la fin, ce soit bénéficiaire, sinon on ne peut pas continuer. Vous-même, vous avez accepté, vous le disiez tout à l'heure, des engagements au service de tous, que ce soit au sein des EDC, que ce soit au sein du MEDEF, où on parlait d'éthique tout à l'heure, où vous avez présidé un comité d'éthique. Donc cette notion de servir la collectivité, pas seulement le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui vous est très familier. Oui, je pense que si j'ai le goût de prendre des engagements, c'est que cette idée de service... oui, m'habite de manière... Quand on fait l'X, il y a toujours la question à la sortie, est-ce qu'on va vers le service public ou est-ce qu'on va dans le privé ? Moi, j'avais aucun goût pour travailler dans l'administration française. Mais justement, une des réflexions, c'est de dire on est de toute façon au service des autres, qu'on soit dans le privé ou dans le public. Et la notion d'engagement est une manière d'élargir effectivement l'énergie que je peux déployer, le temps que je peux consacrer aux autres. Il y a déjà ma mission de dirigeant d'entreprise, mais plus largement, je peux avoir des engagements dans différents cercles pour promouvoir des idées auxquelles je suis attaché. Prendre le temps d'écrire un livre, c'est quand même un gros travail. Je l'ai fait une seule fois dans ma vie, ça m'a pris quand même beaucoup de temps parce que j'avais envie de porter des idées. Cet engagement dans la Fondation Centesi Moussanous, dont je parlais tout à l'heure, j'ai un engagement dans un comité qui s'appelle le Comité Médicis, qui est un think tank, comme on dit, donc qui réfléchit à la responsabilité sociale des entreprises, mais sous l'angle de l'investissement, donc ce qu'on appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable.
comité créé par un ami il y a très longtemps, mais qui n'y était plus quand j'y suis arrivé. Et la réflexion qu'on y mène est passionnante et très actuelle. Et puis, je suis vice-président de la Fondation Notre-Dame, qui abrite la Fondation Catéo depuis peu de temps. Et c'est un service, là, au sein du diocèse, où j'avais déjà un engagement avec la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, qui a été créée par le diocèse de Paris pour lever de l'argent privé qui viennent compléter les budgets de la ville pour aller plus vite dans la restauration des églises historiques de Paris. Évidemment, la cathédrale a fait partie assez vite aussi de notre champ d'action avant l'incendie. Après l'incendie, les choses ont complètement changé avec des proportions inimaginables auparavant sur la cathédrale. Donc on a un petit peu séparé la cathédrale du sujet des églises de Paris. Voilà. Et donc après des années, j'ai participé à la création de cette fondation Avenir du Patrimoine à Paris, dont on va peut-être changer le nom parce qu'il y a un peu de confusion avec la Fondation du Patrimoine, qui est très respectable par ailleurs, mais qui est une toute autre histoire. Et depuis quelques semaines, le diocèse m'a demandé d'être le vice-président de la Fondation Notre-Dame, donc qui est la fondation abritante d'une quarantaine de fondations abritées. Pour terminer, on va parler d'identité. Vous êtes l'aîné de 3 enfants, vous êtes né à Casablanca, vous nous en parliez tout à l'heure, hein, vous avez vécu 19 ans au Maroc. Qu'est-ce que vous gardez de cette identité marocaine? Qu'est-ce qui en reste? Qu'est-ce qui en reste? Peut-être je ne sais pas comment le dire, mais peut-être la notion d'être étranger ou pas. J'ai grandi dans un très beau pays où j'ai l'occasion de retourner régulièrement, d'ailleurs à titre professionnel, mais que j'ai toujours considéré comme un pays étranger, ou une autre manière de le dire, où j'ai toujours considéré que j'étais un étranger. Ma famille y avait été depuis très longtemps, avait vécu l'époque où ils pouvaient penser, tout en étant français, être chez eux. Moi, je suis né après l'indépendance marocaine. Une famille d'ailleurs qui était très attachée à cette idée d'indépendance. Donc bien que ma famille ait été là beaucoup plus tôt, j'étais tout à fait dans le sens de l'histoire et considéré comme normal que le pays retrouve son indépendance. Mais moi, je suis né en tout cas après l'indépendance. Et donc, j'ai vraiment eu le sentiment de grandir à l'étranger. Et donc, mon identité, il n'y a jamais eu d'ambiguïté, a toujours été une identité française. Voilà, c'est peut-être que d'avoir connu ce parcours-là, d'avoir vu pendant toute mon enfance beaucoup de familles rentrer en France, le mot qui revenait toujours, c'est ils sont rentrés définitivement. Définitivement est un adverbe très, très banal qui est dans beaucoup de conversations, mais ça résonne encore en moi tel que je pouvais l'entendre enfant, où on parlait cette famille est rentrée définitivement. Et je me souviens enfant dire aux parents, mais alors on ne les verra plus? Ben non, on les verra peut-être plus jamais. Je dis, mais on peut les voir en France. Oui, mais ils ne seront pas forcément dans la même région que nous. On ne les verra peut-être plus jamais. Et c'est très marquant quand on est enfant de voir partir régulièrement les gens qu'on avait autour de soi, y compris des membres de la famille qu'on a revus bien sûr, mais qui n'étaient plus à nos côtés. Alors je crois qu'on est aujourd'hui dans un monde de grande mobilité dans tous les sens. Enfin peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour une partie des personnes. Et donc, mais des mouvements dans tous les sens. Là, ce que j'ai vécu, c'était un mouvement de reflux. Et c'est quand même très particulier. Donc voilà, ça a pu marquer mon identité. Quand on parle d'identité, il y a aussi peut-être d'autres types d'identité, que ce soit l'identité européenne, internationale, religieuse. Comment est-ce qu'il résonne en vous ce terme d'identité? Je m'en méfie un petit peu. Je crois qu'il y a une idée d'universalisme dans notre religion catholique et la notion d'identité est quelque chose qui referme. Donc à la fois, je ne peux pas la nier, j'ai essayé de répondre à votre question sur mon identité, mais je n'aime pas trop que l'accent soit trop mis sur cette notion d'identité, qu'il ne faut pas confondre avec la défense de valeurs, la défense de repères. On a une culture dans les pays occidentaux. Il y avait récemment l'intitulé d'un des commissaires européens qui a provoqué un certain nombre de débats
Oui, moi je suis très attaché à défendre une culture européenne, un mode de vie européen qui a ses racines judéo-chrétiennes, qui a eu ses prolongements dans une forme d'humanisme qui est directement liée, et que ce soit sous une forme ou sous une autre, il y a un respect de chaque personne dans notre culture, qui ensuite est porté avec plus ou moins d'engagement par chacun d'entre nous, mais qui est dans notre culture et qui clairement n'est pas dans d'autres cultures qui existent dans le monde. Là aussi, il ne s'agit pas de dire que la nôtre est meilleure, mais elle a quand même cette caractéristique, et moi je suis attaché à cette caractéristique. Vous parliez à l'instant de valeurs, alors ça m'intéressait de savoir quelles sont celles qui sont plus importantes pour vous, peut-être les 3 valeurs prioritaires, et d'autant qu'en tant que bon père de famille, c'est aussi intéressant de voir ce que vous aviez envie, j'imagine, de transmettre à vos enfants. Alors, à brûle-pourpoint, auxquels je peux penser. Je crois qu'il y a l'honnêteté, certainement, l'honnêteté, la franchise, la sincérité, enfin voilà, tout ce qui fait que il y a une vérité de la relation avec les autres. Je crois que c'est absolument essentiel. Une valeur très importante, c'est le courage. Je crois qu'on est dans un monde où trop souvent il y a du manque de courage, un certain nombre de choses qui sont faites. Voilà, je crois que c'est très important. Et puis le sentiment peut-être de responsabilité qui est lié au courage. Il faut respecter les autres, c'est respecter le fait qu'ils peuvent être responsables et exiger de soi-même de se sentir responsable de tout ce qu'on fait. J'ai horreur de l'idée de se défausser sur les autres, que ce soit pour moi ou pour eux. Chacun doit porter sa part de responsabilité et je pense que c'est plus noble pour chacun. Merci beaucoup, Robert Leblanc. Je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Merci beaucoup, Robert Leblanc, pour la transparence de vos propos. Comment s'est passée pour vous cette expérience ? C'est étrange quand on est seul dans la pièce, c'est-à-dire d'avoir un écran. Je regardais l'écran un peu obsédé par ces lettres lumineuses qui étaient là. Quand je vous parle, c'est normal, je parlais à une personne, j'ai beaucoup parlé des personnes. Et là, tout d'un coup, au lieu d'une personne, il y avait un écran. Voilà, je préfère une personne à un écran, mais bon, voilà. En tout cas, c'était très intéressant. Et ce qui frappe quand on vous écoute, c'est qu'on vous sent extrêmement solide, qu'on a l'impression que vous êtes très tranquille, vous dégagez beaucoup de tranquillité. On a le sentiment que les épreuves ne vous ont pas du tout cassé. Vous dites que les responsabilités ne sont pas si écrasantes. C'est très serein. Et en même temps, on s'interroge finalement sur les éventuelles zones d'ombre, les éventuelles zones de fragilité. Est-ce qu'il en existe ? Enfin, vous, comment est-ce que vous vous décrivez ? Alors, ce que vous pointez là, je sais que ça m'est souvent dit, dire que je suis quelqu'un de rassurant. Alors, ça tombe bien dans le métier que je fais, mais ça tombe bien surtout pour un responsable d'entreprise par rapport à des équipes qui sont autour, cette confiance, parce que, vous savez, dans notre métier comme dans tous les autres, on peut tous les matins s'inquiéter de toutes les affaires à perdre et on peut aussi tous les matins s'enthousiasmer de toutes les affaires à gagner. Et selon ce qu'on projette, on crée quand même un état d'esprit plutôt positif ou au contraire plutôt inquiet. Donc c'est vrai que ça m'a souvent été dit que voilà, moi je ne m'en rends pas compte, mais je sais que c'est ce que je projette puisque c'est un retour qui m'a déjà été fait, donc je ne suis pas surpris. Les fragilités, on en a tous en soi. C'est la manière de les gérer qui est déterminante. Les échecs, j'en ai connu. Quand j'ai écrit ce livre, Jean Moutapa, en lisant mon manuscrit, me dit « Bon, c'est bien, on va vous éditer, mais alors, il faut tout refaire. » Je pense que ça arrive à beaucoup de gens qui ont écrit. En tout cas, quand on n'est pas un grand écrivain, c'est de s'entendre dire... Déjà, la bonne nouvelle, c'est de s'entendre dire qu'on va être édité. Mais la mauvaise nouvelle, c'est il faut tout reprendre. Et le point important, il me dit « Bon, mais quand on vous lit, on a l'impression que tout réussit partout. Vous avez bien connu des échecs quand même. » Alors je dis « Bah oui, j'en ai eu. » Il me dit « Bah alors, racontez vos échecs. » Donc moi, je me suis fait virer 2 fois d'entreprise. Il faut dire les choses comme ça. Alors, j'emploie ce mot parce que c'est la réalité des choses et c'est comme ça que c'est généralement vécu. Mais sauf que je ne me suis jamais fâché avec personne. En quelque sorte, j'ai été viré d'AXA. Après la fusion AXA-UAP, j'étais normalement du bon côté puisque j'étais AXA et que c'est AXA qui rachetait l'UAP. Dans le domaine d'activité où j'étais, qui était lié au courtage d'assurance, l'UAP avait des positions plus fortes. Surtout une position qui n'était pas celle que je voulais. Les choses ne se sont pas très bien passées. Il y a bien un matin, on m'a dit « Écoute Robert, maintenant il faut que tu ailles voir ailleurs. » Mais ça vous a affecté quand même. Ah ben ça m'a affecté. Oui. Alors cela dit, je disais à ceux avec qui j'étais en confiance dans l'entreprise, de toute façon ça passe ou ça casse. Mais même quand on dit ça,
Le jour où ça casse, on n'a jamais imaginé le matin en levant que c'était ce jour-là que ça allait casser. Donc le jour où ça casse, il y a un choc. Bon, donc oui, j'ai connu l'échec, parce que c'est plutôt un échec que ça casse au lieu de passer. Je me suis donc fait virer, entre guillemets, on pourrait raconter l'histoire comme ça. Je fais exprès d'employer ces mots-là pour illustrer le propos. Mais au fond, moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça. Je l'ai juste vécu comme le fait qu'à un moment donné, les choses ne passaient plus, donc je suis allé ailleurs. Bon, en plus, j'ai tout de suite fait autre chose. J'ai pas eu de drame personnel à vivre. Et surtout, je ne me suis jamais fâché avec personne. Vous avez beaucoup parlé d'amour tout à l'heure, et justement, je voulais savoir quelle est la relation que vous entretenez avec le Christ. Vous en avez assez peu parlé, peut-être par pudeur. Qu'en est-il ? Non, vous ne m'avez pas posé la question. Mais... C'est vrai. Pas directement, je vous la pose maintenant. Écoutez, moi j'ai des engagements chrétiens qui tiennent une grande place dans ma vie, donc je ne le ferais pas si ma foi n'était pas une composante importante de ma vie personnelle. Donc oui, j'ai une foi vivante, pas très loin de ce qu'on appelle la foi du charbonnier. Je peux avoir des doutes qui m'effleurent de temps en temps, comme tout le monde dit que les plus grands mystiques ont eu de grands doutes. Je ne suis pas un grand mystique, je n'ai pas eu de grands doutes. Voilà. Donc c'est très présent en moi. Ce que j'observe, et ça rejoint des choses qu'on dit souvent dans les cercles chrétiens quand on y réfléchit, c'est qu'il n'y a rien de tel que la pratique pour se rendre compte que Jésus est là. C'est-à-dire que lui ne nous oublie pas, mais nous, on peut l'oublier. Et moi, je reçois le mail, alors je crois que je ne l'ai pas eu ce matin d'ailleurs, mais enfin, j'ai d'autres supports, d'Évangile au quotidien, EAQ. Bon, le matin, moi, je laisse toujours mes téléphones très loin de la chambre le soir pour les mettre à charger. Mais quand je me lève, je vais quand même voir quelles sont les nouvelles qui sont tombées. Et le premier mail que je lis le matin, c'est Évangile au quotidien. Et c'est une manière de démarrer sa journée. Alors, je le lis. Je dois avouer que parfois, en fin de matinée, si on me dit c'était quoi l'évangile du jour, je ne le sais plus du tout. Donc ça veut dire que je l'ai lu de manière un peu superficielle, ou même très superficielle. Donc voilà. Mais ce lien, je crois qu'il faut savoir l'entretenir, comme tous les liens d'amour, de toute façon. Il faut les entretenir. On ne peut pas dire j'aime et puis ne jamais parler à ceux qu'on aime, ne jamais les voir, ne jamais les rencontrer. Donc Jésus, pour moi, est important. Le Christ est important. Vous avez un peu parlé tout à l'heure du pape. Si vous étiez le pape, qu'est-ce que vous délivreriez comme message ? Alors en tout cas sur un plan économique, le reste c'est peut-être un petit peu difficile, mais voilà, qu'est-ce que vous aimez, ou pas seulement, qu'est-ce que vous aimeriez délivrer comme message ? J'ai vraiment envie de dire joker, parce que franchement, non, je crois que le pape n'a pas pour mission de délivrer un message sur l'économie. Le pape, il est là pour relayer. Quand Jean-Paul II disait « N'ayez pas peur », il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il l'avait inventé. Il ne faisait que reprendre les paroles du Christ lui-même. « N'ayez pas peur ». Je trouve que c'est une parole majeure. « Aimez-vous les uns les autres », c'est une parole majeure. Ensuite, l'économie, c'est pas leur domaine. Quand le pape François pointe une logique du déchet, je pense qu'il est dans son rôle. Il nous interpelle en disant « Regardez bien ce que vous faites. Est-ce que dans votre action, vous ne contribuez pas un peu trop à un monde dans lequel il y a des personnes qui sont traitées comme du déchet ?» C'est une interpellation importante. Par contre, s'il commence à me dire, écoute, l'organisation de l'entreprise, il faudrait peut-être plus de place pour ceci, pour cela, je dis, chacun son métier. Merci beaucoup, en tout cas, Robert Leblanc, pour votre témoignage. Je rappelle le titre de votre livre qui a été publié aux éditions Albin Michel il y a 1 an et demi à peu près, c'est ça ? Le libéralisme est un humanisme. Merci pour la transparence de votre propos. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. À très bientôt.